Merci pour cette introduction et merci pour l'invitation. Donc, bon après-midi à toutes et à tous. Et donc, pour commencer, je voudrais en quelques minutes simplement présenter le groupe. Et pour cela, évoquer un schéma qui a été présenté hier par Valérie Masson-Delmotte. Ceux qui ne l'ont pas vu peuvent se reporter à la diffusion Internet de ce colloque. On y voyait l'évolution de la température passée et future, année après année. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer en rapport le fait que les différentes générations, ceux qui sont nés en 1970 ou en 2000 ou en 2020, n'étaient pas égaux face à ces évolutions de la température. Alors donc, vous le savez, bien sûr, on évoque beaucoup à propos des jeunes l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, par exemple, il y avait un article du Lancet qui a été paru en 2021, qui avait notamment mis en évidence que, par une étude qui est portée sur 10 pays, en particulier en France, il y avait 50% des jeunes interrogés, 1 millier de jeunes, qui se disaient anxieux face au changement climatique. C'est un petit peu moins que ce que les répondants pour l'Inde ou le Brésil, c'était plutôt 60%, mais c'est déjà un chiffre très conséquent. Alors donc cette éco-anxiété, en même temps, on n'a pas une définition très très claire, mais il y a un ouvrage qui est vraiment que je vous conseille, qui est celui du docteur Alice Desbiol, épidémiologiste, qui a traité le sujet en 2021. Évidemment, elle définit tout le spectre d'éco-anxiété. Évidemment, pour elle, ce n'est pas une pathologie, mais je reprendrai quelques termes qu'elle utilise globalement pour les définir. Elle définit comme des personnes finalement qui sont rationnelles et lucides face à un monde qui ne l'est pas. Voilà, donc le groupe que je vais introduire, ce sont je ne sais pas s'ils se considèrent comme éco-anxieux, mais en tout cas, ils ont ceci en commun d'être des scientifiques, puisque pour l'essentiel, ce sont des doctorants dans le domaine de la physique du climat, et certains étudient aussi la biodiversité. Donc doctorants ou post-doctorants. Et donc ils ont aussi ceci en commun d'être engagés dans des démarches de médiation pour la plupart. Et donc ça m'amène à présenter juste 2 diapositives. Une première qui est un projet qu'ils portent pour la plupart, qui s'appelle les sacoches du climat. Et donc il va se déplacer de 3 au 11 avril entre Tours et Nantes à vélo. Avec des vélos cargo, ils emporteront des contenus à présenter dans des classes. Donc ils ont pris contact déjà avec des établissements scolaires pour faire des interventions dans les classes, accompagnés par des scientifiques. Ils embarqueront sur leur tandem. Alors je crois savoir que certains d'entre eux sont dans la salle. Et donc je pense qu'on peut lancer aussi un appel aux ceux qui ne sont pas encore, qui ont peut-être reçu leur message et qui souhaitent s'associer à ce projet. Voilà, donc c'est une médiation auprès de plus jeunes qui vont faire là. Et puis il faut dire que leurs chemins vont se croiser avec nous, l'association Météo et Climat, qui est en fait la Société météorologique de France anciennement, qui est présidée par Jean Jouzel et qui est porteuse de ce projet de tournée du climat et de la biodiversité qui a déjà démarré au mois de novembre dernier dans la ville de Saint-Denis. Et donc, vous voyez qu'il y a un périple jusqu'au mois de juin là, qui est indiqué, ça devrait se poursuivre au-delà. Et en particulier, on va se recroiser dans la ville de Segré les 8 et 9 avril. Et là aussi, il s'agit de faire une médiation directe entre les scientifiques et différents publics, et en particulier les publics des plus jeunes, puisque les classes sont invitées à visiter l'exposition itinérante et interagir directement avec les scientifiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vais donc présenter le premier groupe, puisque 2 groupes vont intervenir successivement, de 4. Il s'agit de Juliette Bernard, d'Antoine Biergeon, d'Alban Lotte et de Com Mosnéron-Dupin. Et eux vont plutôt traiter le sujet sous la forme d'un point de vue, d'abord qu'ils vont commencer par exprimer à plusieurs voix. Et ensuite, ils passeront à des questions aux scientifiques qui sont dans la salle, et en particulier les intervenants de ce colloque, et sur une thématique générale qu'on peut résumer en questions de recherche et questions à la recherche, et aussi ils vont aborder la question de la communication. Voilà, je vous laisse maintenant la parole, et moi je me contenterai de distribuer la parole dans la salle à ceux qui voudront bien répondre à leurs questions. Merci. Ça marche ? Oui. Merci Serge de nous permettre de prendre la parole pour clôturer ce colloque. Merci aussi aux différents comités d'organisation ainsi qu'à l'ensemble des intervenants et intervenantes pour leur présentation. Donc, comme Serge l'a dit,
Nous sommes des jeunes scientifiques en sciences du climat et de l'environnement. Donc nous n'avons pas la prétention de représenter toute notre communauté, ni toute la jeune génération en général, mais nous sommes heureux et heureuses de pouvoir poser nos questions maintenant. 2010, 30 ans après les premiers rapports du GIEC. La question du changement climatique s'invite à l'Académie des sciences. Le débat se conclut sur une reconnaissance des rapports du GIEC et du changement climatique, d'origine anthropique, avec quand même une mise en avant des incertitudes encouragées par des climatodénialistes notoires encore présents dans le paysage médiatique. 10 ans plus tard, 2020, 5 ans après la COP21 qui se déroulait à Paris, le 6e rapport du GIEC est en cours de préparation. Le consensus scientifique, qui était déjà clair depuis des décennies, semble un peu mieux entendu. Un colloque intitulé « Face au changement climatique, le champ des possibles » est organisé ici même. En plus d'un constat sur l'état du climat, de nombreuses solutions, technologiques surtout, ont été abordées. Une vingtaine de jeunes femmes et de jeunes hommes étaient présents à notre place, avec la même tâche de clôturer ce colloque. En fait, nous pourrions reprendre l'intégralité des constats et des questions qui étaient les leurs. Car malheureusement, peu de choses ont changé depuis 4 ans. Les constats sont les mêmes. Ou plutôt, les énergies fossiles ont encore brûlé, les émissions ont encore augmenté, tout comme les températures à un niveau mondial. Les scénarios dont on parle à l'horizon 2050, 2100, peuvent paraître parfois lointains. Pourtant, en 2050, j'aurai 60 ans. Une partie des enfants nés aujourd'hui, le 9 mars 2024, connaîtront 2100 et c'est plus 3 degrés prévus actuellement. Donc, comme le rappelait Jean Zwoegel hier, pour rester en dessous d'1,5 degré, il faudrait, et c'est déjà perdu au vu des tendances, diminuer d'ici 2030 40% les émissions mondiales par rapport aux années 90, à 1990. On irait effectivement plutôt vers une stabilisation des émissions en 2100 de plus 3 degrés. Le colloque est aujourd'hui pourtant intitulé « L'urgence climatique, un tournant décisif ». Point d'interrogation. Ce titre nous interroge. Pour parler de tournant, il faudrait avoir infléchi la courbe des émissions. Pour parler de tournant décisif, il faut avoir tourné ou être en train de le faire. Or, il n'y a pas de tournant à l'horizon. La route continue pour l'instant droit dans le mur. Ce qu'il nous semble, c'est qu'il est urgent de prendre ce tournant et d'agir. Pas plus urgent qu'en 2010, où il était encore envisageable de rester sous 1,5 degré d'augmentation mondiale. Pas non plus urgent qu'en 2020. En effet, il a toujours été et il restera toujours urgent d'agir, car chaque dixième de degré compte. Et synonyme d'avenir très différent pour nos générations. L'éco-anxiété fait effectivement partie intégrante de notre quotidien, et pour nombre d'entre nous ici, nous avons choisi de travailler dans la recherche publique sur des thématiques écologiques. Et cette motivation est motivée par cette quête de sens et d'action comme réponse à cette éco-anxiété. Dans ce contexte, nous souhaiterions, dans cette première partie, questionner la place de la recherche dans la société actuellement. Merci. Merci. Alors, je vais poser une première question, principalement sur le monde de la recherche. Donc, je vais mettre un peu de contexte. Il est nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et ce dans tous les secteurs. Pourtant, les discours institutionnels dans le monde de la recherche ne semblent pas, de notre point de vue, avoir pris la totale mesure du changement qui est nécessaire et des transformations qui sont à faire. Ceci nous dit en effet que, je cite, « La réduction de l'empreinte carbone des laboratoires est logique et soutenue par les tutelles, mais que cette réduction ne peut se faire au détriment des activités de recherche. » Cela nous paraît grandement sous-estimé, d'une part la dépendance et d'autre part la vulnérabilité de nos pratiques de recherche actuelles par rapport aux énergies fossiles et à toutes les autres ressources dont elles dépendent et qui sont actuellement menacées. C'est aussi accorder
un potentiel passe-droit de non-remise en question à la recherche, alors que le budget carbone global, qui est requis pour envisager un monde viable pour toutes et tous, est limité. Donc, une question plus pertinente et éthique serait, de notre point de vue, au vu de ce budget carbone limité, et pour que la recherche future soit viable et attractive pour les générations futures, que pouvons-nous nous permettre de faire comme recherche et comment? Au-delà de la décarbonation et de la résilience de la recherche, la question des sujets de recherche elle-même nous interroge, car ce sont eux aussi qui alimentent nos imaginaires et donc les possibles mêmes qui peuvent être envisagés. L'inclusion des sciences humaines et sociales dans ce colloque nous semble une amélioration par rapport à 2020. Et hier, Jean-Baptiste Fressoz a donné les chiffres suivants. Dans le dernier rapport du GIEC, le mot sobriété apparaît 200 fois et le mot décroissance 26 fois. Notons que le rapport fait 7519 pages. Les questions et solutions de sobriété ne devraient-elles pas devenir des objets de recherche prioritaires, avec une étude scientifique de leurs avantages et inconvénients? Il semblerait utile de valoriser la recherche, la quantification, des scénarios sur des pratiques sobres ou encore le développement des low-tech, par exemple. En plus d'une recherche sobre, et donc c'est la question que je pose à l'auditoire, en plus d'une recherche sobre, ne devrions-nous pas aussi favoriser la recherche sur la sobriété? Et si oui, comment? Qui veut répondre? Alors, ceux qui veulent répondre, vous avez un micro devant vous, donc vous pouvez l'allumer et... Allez, vas-y, Valérie. Bon, alors Jean m'a invité à répondre. Alors, premier point, dans les rapports du GIEC, l'évaluation, elle reflète la littérature académique, technique, socio-économique. Pas de littérature, pas d'évaluation. Ça, c'est la première chose. Après, on a aussi le filtre qui est opéré par la co-construction qui est sous-jacente au rapport du GIEC, notamment dans la structure de chaque chapitre, les points clés qui sont identifiés au moment du cadrage, la sélection des auteurs, qui peut aussi en fait finalement apporter des biais, on va dire, socio-culturels propres au monde académique. Et je veux terminer sur ce point-là. On a vu hier l'importance des sciences humaines et sociales. Et comme scientifique, dans une enceinte académique, il faut aussi être conscient de nos propres biais. Et je veux mentionner un article qui est paru dans la revue Écologie et Politique en novembre dernier de 2 scientifiques, maîtres de conférence, Guillaume Carbou et Léa Sébastien, qui ont analysé les discours d'inaction climatique propres à la communauté scientifique, notamment, donc, alors je résume brièvement, l'obsession de la mesure, on ne fait rien avant que tout soit précisément mesuré, la peur en fait de contraintes administratives croissantes, y compris sur les appels d'offres, la réponse aux appels d'offres, si on doit mesurer à l'avant et à l'après pour chaque projet de recherche ses implications directes et indirectes, par exemple, la liberté académique, les arguments par rapport aux prétendus devoirs de neutralité des scientifiques, c'est un gros obstacle en réalité. Et puis parfois le fait de sanctuariser l'activité scientifique elle-même. La science, la production de connaissances, elle est presque sacrée et elle-même ne doit pas être l'objet de la moindre contrainte, y compris d'ailleurs par rapport à la réalisation dans nos pratiques professionnelles d'une réduction de notre propre empreinte, dont on voit bien aujourd'hui que les initiatives portées dans les laboratoires, Labo 1.5, Labo en transition et tout le reste, se heurtent à des obstacles internes et institutionnels multiples. Donc je pense que vous avez mis le doigt sur des points importants. Et le fait que notre propre monde, le monde académique, le plus proche de la compréhension de l'état des connaissances scientifiques, ne prenne pas la mesure des enjeux dans ses propres pratiques, dans sa responsabilité sociale, je pense pose un problème de crédibilité vis-à-vis du grand public également. Et donc ça, je pense que ça mérite une attention approfondie. Et on a vu des réflexions éthiques qui ont émergé, notamment au comité d'éthique du CNRS, sur la responsabilité éthique de la recherche à réduire son empreinte environnementale, presque une responsabilité éthique des scientifiques à s'engager. C'est en ce sens que j'ai compris l'avis sur l'engagement, qui n'est pas du tout un frein,
mais qui est plutôt une incitation à protéger la liberté académique et engager l'ensemble des scientifiques à eux-mêmes être vecteurs de transformation de la société. Mais on n'y est pas. Et je pense que vous mettez le doigt sur un point essentiel. Serge. Il y a une question que je voudrais dire. On diversifie les questions quand même. Oui. Il y a une statistique qui m'a intéressé le premier jour, quand il a été dit, en se désolant d'ailleurs, qu'il y a eu ce qu'on appelle les gens qui ne mettent pas une corrélation entre le CO2 et l'évolution du climat, qui était passé de 21% à 37%. Et ensuite, j'ai entendu une série de commentaires humoristiques sur le fait que ceux qui ne pensent pas que le CO2 est la cause du climat anthropique sont des imbéciles ou des niais. Alors, je voulais poser une question. Nous sommes de façon macroscopique, nous sommes affrontés au même ennemi, nous sommes sur la même terre, et il y a un dicton bien connu qui dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Autrement dit, au lieu de mettre les gens, les 37% dans la fosse des imbéciles, pourquoi ne pas trouver un programme commun entre les gens dits intelligents qui pensent que le CO2 cause le climat, avec les 37% pour affronter le climat fondamental. On est comme sur un bateau en train de couler. C'est ce que disait Chirac il y a 20 ans. La terre brûle et nous roupillons. Quand il y a un incendie, tout change. Il n'y a plus de règles. En France, on s'embarbouille dans des règlements. On retarde les EPR à 2035, alors qu'il y a d'autres gens qui les construisent en 5 ans, et on est bloqué par l'avis de la crémière du voisin à Penly, par exemple. Alors, je voudrais redonner la parole maintenant aux jeunes. Vous avez à peu près 4-5 minutes pour poser notre question. Je pose une autre question ? Okay. Oui. Je vais en poser une d'abord, parce que... Je vais en poser une, très simple. Est-ce qu'il y a du public dans la salle qui n'est pas scientifique ? Alors, il y en a quand même. Ça fait plaisir. J'avais une question un peu plus différente de notre premier axe. On parle de la recherche scientifique et pour moi c'est quelque chose qui a été très très lointain jusqu'à mon master 2, c'est dire. Et pour mes parents c'est encore plus étrange alors que je vis avec eux. Et il y a vraiment une frontière, un problème de communication scientifique entre les scientifiques et le reste de la communauté. Monsieur parlait des 37%. Il y a plein de gens qu'on ne voit pas dans les colloques, qu'on ne voit pas dans les conférences. On en parlait avec Valérie tout à l'heure, qu'on ne voit pas lorsqu'on fait des tournées climat-biodiversité et qu'on n'arrive pas à atteindre avec notre discours. Alors il y a des blocages pour moi qui sont évidents, comme il y a des sujets sur lesquels on n'a pas de consensus scientifique, donc c'est difficile de faire bloc et d'être clair dans notre message, et c'est normal, c'est la nature de la science. Il y a le deuxième bloc que beaucoup de gens ont une charge mentale très lourde au quotidien, et que quand ils arrivent le soir, quand ils sont en week-end, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec le dérèglement climatique, ils ont déjà bien assez de problèmes avec leur vie. Il y a aussi le problème de la culture scientifique. J'avais un sondage récent où 42% estiment avoir une culture scientifique moyenne et 8% affirment ne rien y comprendre, pour ceux qui ont répondu au sondage. Ce qui montre qu'on a 50% de la population facilement qui se dit « la science, je laisse ça aux autres, je trouve ça trop compliqué ». Et je voudrais poser la question aujourd'hui de comment on fait pour arrêter ça et comment on fait pour rétablir le discours entre scientifiques et non-scientifiques. Qui souhaite répondre en priorité parmi les intervenants du colloque? On veut répondre. Vas-y, Marion. Je n'ai certainement pas de recette miracle. Ce serait trop facile. Un des éléments importants, à mon avis, c'est l'engagement des scientifiques eux-mêmes. Et ça revient à ce que disait Valérie tout à l'heure. Auparavant, le scientifique, il considérait qu'une fois qu'il avait fait son travail scientifique, il avait fait ce qu'il fallait. Et de plus en plus, dans les organisations scientifiques, on reconnaît l'utilité du scientifique qui s'implique dans la cité. C'est-à-dire ne pas considérer que faire des articles, c'est l'alpha et l'oméga du métier, mais également considérer que l'information scientifique et technique, la participation à des débats, la participation à des enseignements, vous voyez, tous ces points de liaison, tous ces contacts, ça fait partie du métier de scientifique. Et je pense que déjà, c'est un bout de la réponse à la question que vous posez. C'est-à-dire que les scientifiques se sentent concernés par la diffusion des connaissances issues du monde scientifique. Et puis, bien sûr, savoir écouter les questions. Ça va avec, c'est être prêt à y passer du temps, être prêt à s'engager
et prendre le temps et savoir écouter les questions. Mais chacun a ses réponses là-dessus. Je suppose que chacun a envie de... Alors, il y avait monsieur dans la salle, mais très court s'il vous plaît, pour respecter le temps, parce que le deuxième groupe doit intervenir à la suite. Allez-y, monsieur. On se demande si le véritable problème est traité aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Il me semble que la température, T-Trf, comme on dit, a grimpé en 4 ou 5 ans, a grimpé de 1,2 à 1,5 degrés. Dans l'état actuel, comment peut-on imaginer que la température finale sera de 2,5 ou 3 degrés? Pour moi, elle sera de 12 degrés. Je vais vous dire pourquoi. Bon, je pense que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour que vous puissiez développer votre argumentation. Vous n'aurez pas de temps pour analyser ce que je dis. Je veux simplement expliquer que, vu par moi, nous avons atteint ou frôlé l'état d'évolution permanente, c'est-à-dire où... Je suis obligé de vous interrompre, la monsieur, température parce qu'on est en train de, malheureusement, indéfiniment de plus en plus vite. Bon, je pense qu'il faut qu'on passe maintenant au deuxième groupe. Et donc, il y avait aussi des questions à poser sur une thématique. Merci à vous. Je sais que ça vous frustre de quelques questions. Merci pour votre intervention. Donc, le deuxième groupe qui va intervenir, c'est Julie Carle, Antoine Hérette, Rémi Gaillard et Alban Planchat. Donc, eux vont plutôt traiter des questions d'engagement des scientifiques et des relations entre le monde scientifique et le monde politique, qui a bien évidemment été déjà évoqué au cours du colloque, en particulier avec l'intervention de Cédric Villani. Donc, comme tout à l'heure, un point de vue, et puis ensuite, ils poseront des questions en priorité aux intervenants du colloque. Merci Serge. Merci, bonsoir. Donc, comme l'a dit Serge, nous allons prendre à présent un temps pour interroger l'engagement des scientifiques et leur place dans la société dans un contexte politique particulier. Donc, nous aborderons, en tout cas nous essayerons et nous espérons pouvoir aborder 3 thèmes composés d'un élément à chaque fois de contexte et d'une question. Si dans les réponses vous pouvez répondre à la question, ce serait vraiment super. Merci. Donc, pour commencer, nous aimerions bien insister sur le fait que la présentation de Sophie Dubuisson, qui parlait de sciences sociales, était très claire et à nos yeux devrait être largement relayée, et particulièrement auprès des scientifiques du climat. Et nous en retenons qu'il est indispensable de repenser les organisations sociales, politiques et les principes d'arbitrage au risque de perdre notre temps, comme elle l'a dit. Aux premières lignes de cette question politique se trouvent les dirigeants et dirigeantes politiques et leur inaction climatique. Lors de la première édition de ce colloque en 2020, la question de l'inaction politique a déjà été posée et la réponse apportée a argué que cette inaction serait due à une ignorance et un manque de formation sur la question climatique, ainsi qu'à un manque de courage. Depuis, de multiples formations ont été proposées à la classe politique et aucune mesure ambitieuse permettant d'envisager la diminution drastique des émissions ne semble émerger. La persévérance du pouvoir public autour de la 69 en est un parfait exemple. Par ailleurs, l'histoire récente montre que les dirigeants politiques se soucient parfois plus de maintenir un secteur économique que la santé de la population, comme par exemple pour l'amiante ou les PFAS. Problème infiniment plus simple à résoudre que la crise écologique actuelle. Nous aimerions alors avoir vos points de vue sur les questions suivantes. La Convention citoyenne pour le climat a démontré que des citoyennes et citoyens formés et éclairés pouvaient proposer des mesures pertinentes et ambitieuses, comme l'a expliqué Mélanie Cosnier tout à l'heure. La Convention fut vraiment un bel espoir pour nous. Ces citoyennes et citoyens étaient très certainement mus par l'intérêt commun. Mais est-ce le cas pour nos dirigeants? Cette naïveté envers les politiques n'est-elle pas une manière de nous protéger en continuant de penser que la formation est la solution? Quelle garantie avons-nous qu'une fois formée, la classe politique prendrait des décisions omettant tout intérêt de classe ou de domination sociale?
qui souhaite prendre un élément de réponse? Jean? Non, simplement, je ne sais pas si Mélanie est encore là, non? Ah ouais, tu peux répondre, mais je vais simplement témoigner, non, pour avoir vécu cette convention citoyenne de l'intérieur. Donc, moi, j'étais dans le comité de gouvernance et on pouvait assister leur sens sans trop rien dire, vraiment. Voilà, à tout. Et vraiment, moi, j'étais assez enthousiaste par le fonctionnement et par, disons, les propositions. D'ailleurs, mon regret, je le dis souvent, c'est que ces propositions ne soient pas vraiment prises en compte suffisamment. Alors, on parle de 20% qui sont prises en compte. Voilà, mais c'est vraiment, pour moi, un exemple extrêmement enrichissant. Et Valérie l'a vécu au début aussi. C'est vraiment très enrichissant, ce type de convention. Voilà, donc moi, je veux témoigner. Merci pour la question. L'éducation des décideurs publics, elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante, bien sûr. Mais je tiens à répondre parce que effectivement, les connaissances de base sont très très faibles dans l'ensemble de la société, pas que les décideurs politiques, mais les décideurs politiques et les décideurs en général. On a vu les entreprises ce matin ont besoin d'avoir un bagage de connaissances qui à l'heure actuelle n'existe pas. On ne se rend pas compte de la pénétration des actions climatiques qui a besoin d'arriver à l'heure actuelle pour qu'on puisse atteindre le bon niveau. Il ne s'agit pas simplement de mettre des politiques climatiques en place, mais il s'agit que les décisions qui sont faites à l'échelle d'abord internationale, ensuite européenne, ensuite nationale, ensuite régionale, elles pénètrent dans l'ensemble de la société. Et pour que ça se passe, il faut de l'huile partout. Et l'éducation, c'est ça, c'est l'huile. Et donc, c'est vraiment très important. Il faut la valoriser, il faut l'encourager. Il faut justement, comme on disait sur la question sur la communication avant vous, il faut que les scientifiques soient présents partout pour justement encourager, aider cette éducation. Mais ensuite, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Juste deux mots pour rebondir. Je soutiens tout ce qui a été dit, effectivement. Et aujourd'hui que je suis maire, conseillère régionale, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de contrôle derrière sur les politiques mises en place par le gouvernement? J'en reviens à la loi Egalim, il y a plein de lois comme ça qui sont mises en place, et derrière, on n'a pas de contrôle. Donc, dans nos collectivités, on fait ce qu'on veut au final. Et si ce n'est pas mis en place, c'est pas grave, on fera ça l'année prochaine ou l'année d'après. Voilà. Une autre question? Oui, donc on a pris un peu d'avance tout à l'heure en parlant de la responsabilité des scientifiques dans leur engagement. Ok, pardon. Il y a un article de Glavovic et collègues qui est sorti en 2021 qui s'appelle The Tragedy of Climate Change Science et qui dit c'est la tragédie de la science du changement climatique, le besoin compulsif de faire toujours plus de recherches sur le changement climatique alors que le contrat entre la science et la société est rompu. La tragédie réside dans la poursuite de la recherche, alors que le problème est politique, détournant l'attention de là où réside réellement le problème. Fin de citation. Ainsi, nous, toutes et tous, quelle que soit notre position, notre mode de vie, nos interventions publiques, nous avons fait un choix au regard de la crise qui s'annonce. Ne rien changer à notre quotidien, ne pas prendre position pour ou contre des projets d'aménagement en tant que citoyens et continuer notre recherche comme si de rien n'était en tant que scientifiques ne font pas de nous des personnes neutres. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont visées, c'est de façon générale. Au contraire, nous marquons notre consentement à un système en place que nous savons pourtant destructeur. La question de l'influence et du positionnement du scientifique du climat dans la société est donc primordiale. Pour souligner ces contradictions sur la perception de l'engagement des scientifiques, interrogeons-nous sur 3 cas de figure. Petit 1. Un ou une chercheuse s'oppose à un projet climaticide et fournit une expertise scientifique à des associations qualifiées par le pouvoir en place d'éco-terroristes. 2. Un chercheur ou une chercheuse fait partie du comité scientifique d'une entreprise qui vend des crédits carbone à une entreprise. 3. Une chercheuse ou un chercheur travaille sur les télécommunications et soutient le développement de la 6G. Est-ce que l'un des 3 profils sera traité de militant ? Est-ce que l'un des 3 profils est plus acceptable qu'un autre pour la communauté scientifique? Sera-t-il moins attaqué ou remis en cause? De manière générale, la recherche ne suffisant pas en elle-même à transformer la société, comment les chercheurs et chercheuses peuvent-ils s'engager pour agir en adéquation avec les conclusions de leur recherche?
Agnès. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier d'être là, vous dire que je partage à peu près l'essentiel de ce que j'ai l'impression qui vous anime. Et donc, concernant ce dernier QCM, moi, je fais partie du A, quelque part. Je fais partie des soulèvements de la Terre, je suis fière de le dire ici, des scientifiques en rébellion. Je suis aussi militante syndicaliste et politique. Et c'est la manière dont, d'une certaine manière, je fais face à la contradiction interne que je vis, pas depuis l'âge que vous avez. En fait, quand j'ai commencé ma carrière scientifique et ma formation scientifique, j'étais animée purement par la curiosité, d'une certaine manière. Et malheureusement, ce n'est plus l'élément dominant de ce qui m'anime. Je trouve ça un peu triste, en fait. Mais néanmoins, bon, ça donne aussi une motivation d'essayer de changer les choses. Donc, voilà, il faut le faire, il faut assumer les contradictions. Et puis, si les gens ne sont pas contents, c'est pas grave. En tout cas, je remercie l'Académie des sciences d'accueillir à son pupitre quelqu'un qui fait partie des soulèvements de la Terre. Oui, alors il y a plusieurs interventions, plusieurs mains levées, puis peut-être monsieur d'abord, en bleu. Oui, vous, derrière. Oui. Je ne vois pas. Le micro ne marche pas. Ah. Moi, je pense qu'il faudrait juste demander s'il y a des scientifiques et des activistes dans la salle, parce qu'on a demandé s'il y avait des scientifiques. Alors je pense que je lèverai la main. Donc on est beaucoup, je pense, par rapport à la question qui a été posée, personne n'a répondu à ça. Ah pardon, vous avez beaucoup posé de questions et auxquelles personne n'a répondu. En gros, je comprends, moi, ce qui vous inquiète, c'est que les scientifiques sont là pour faire de la science et a priori, ils se moqueraient d'être, ils ne seraient pas vraiment dans l'action. Alors là, il y a une personne qui vient de vous dire qu'elle était dans l'action et je pense qu'on est beaucoup à être dans l'action. Je pense que Valérie Masson-Delmotte est passée dans l'action après avoir laissé tomber le GIEC et c'est très bien. Et je pense qu'on est très nombreux à être dans une situation extrêmement compliquée. Et juste une petite phrase par rapport à l'enseignement et l'éducation, qui est aussi un levier. Elle peut aller très loin. Moi, je suis enseignant à Marseille et il y a des collègues qui proposent de faire des TP d'activisme, c'est-à-dire d'emmener les étudiants, par exemple, dans une banque comme la BNP qui continue à extraire des combustibles fossiles. Ça va pas aller très loin. Alors, je peux peut-être dire quelques mots, voilà. Ce problème, il n'est pas nouveau. Et moi, je voudrais me référer à ce qui est fait au niveau de chacun, de ce que chacun peut faire, et en particulier les scientifiques. L'Académie des sciences a soutenu, il y a plus de 30 ans maintenant, quelque chose qui s'appelle la main à la pâte, dont vous avez entendu hier en particulier David Wilgenbus, qui nous a montré qu'il a été créé un organisme qui a quand même une influence mondiale. Donc je rends hommage à... C'était des formes d'activistes, parlons de Pierre Léna par exemple, parce que l'action qui se fait au niveau des enfants est pour moi une action fondamentale. C'est donc ce qui se fait dans les écoles pour ouvrir à la rationalité, et donc la rationalité tient compte de la réalité, sinon elle n'est pas rationnelle, et la réalité, elle est là aujourd'hui. Et donc, je pense que chaque scientifique, comme vient de le dire monsieur, il a une action selon sa ligne personnelle, mais il y en a une réellement. Et personnellement, j'ai été à un moment impliquée dans la main à la pâte. Je pense qu'un des volets qui devrait jouer aussi, c'est que de l'enfant qui, lui, accepte et va s'impliquer, à partir du moment où on va l'emmener sur le terrain, etc., et il va y mettre son cœur, il faut passer aux parents. Parce que comme l'un d'entre vous l'a dit, les parents, ils ont trop de boulot le soir pour se dire est-ce que je vais m'occuper des règlements climatiques. Mais si l'enfant à table, il dit moi à l'école, j'ai vu la question des glaciers et j'ai fait l'expérience en prenant de la glace moi-même et j'ai vu que c'était... Donc c'est un des leviers, à mon avis, et qui est un levier du futur, parce qu'un enfant, ça s'éduque en 20 ans. Bien sûr. Du coup, pour rebondir sur cette idée d'ouvrir à la rationalité, justement, on voulait ouvrir aussi à la sensibilité.
Donc on souhaitait vraiment insister sur la nécessité, à nos yeux, de rupture de notre modèle socio-économique en repensant radicalement notre rapport au vivant et au milieu naturel aussi dans lequel nous évoluons. On regrette par exemple de ne pas suffisamment mettre en avant des travaux prospectifs comme les scénarios 2050 de l'ADEME qui, pour nous, construisent des imaginaires en fait. Et ces imaginaires qu'on dessine peu à peu, parce qu'on parle véritablement d'une métamorphose de la société, et donc de bascule individuelle, collective, aussi en termes de comportement, ils ouvrent à la question du sensible souvent, qui peut être utilisé pour passer, comme l'a dit tout à l'heure Cédric Villani, du constat, de la planification à enfin peut-être une volonté, qu'elle soit individuelle, collective, politique aussi. Bref, dans une mise en avant, une mise en marche tout simplement, pour passer dans cette mise en marche. Est-ce que du coup, on n'omet pas de considérer une approche psychologique, philosophique, artistique dans cette volonté d'engager un tournant dans l'urgence climatique, pour faire référence à l'intitulé du colloque? Alors quand on est face à des scientifiques, souvent quand on parle de sensibilité, il y a des petits voyants rouges qui s'allument. Il y a une difficulté en fait de porter un tel message rationnel avec une certaine sensibilité pour percuter nos imaginaires, pour toucher et finalement avoir à associer à ce message une forme d'humanité. On parle bien évidemment ici d'une forme d'humanité. Hier, Robert Votard parlait de 1 million de déplacés climatiques, par exemple, récemment, des suites d'un extrême climatique du côté de l'Afrique de l'Est. 1 million, c'est quelque chose de tout récent, qui est passé un peu sous les radars. Et pourtant, ces crises et ces migrations climatiques, elles sont une réalité aujourd'hui. Alors, en quelque sorte, loin des yeux, d'une certaine manière, puisque là on parle de migration du côté de l'Afrique, encore qu'il y en a aussi plus proche de chez nous, loin des yeux, mais je vous pose la question près du cœur. Et donc voilà, ouais, vous m'entendez? Voilà la question. Est-ce que le recours à cette sensibilité dont parle Alban n'est pas une condition pour passer à l'action et ne serait pas une des clés pour inverser le rapport de force et pour combattre en quelque sorte notre impuissance? Est-ce que la communauté scientifique n'a pas son rôle à jouer ici en faisant par exemple appel aux émotions lors de ses interventions, que ce soit lors d'un colloque comme Marie Dumont a pu le faire avec des aquarelles sur sa présentation ou lors de la scène, sur la scène publique, pour interpeller par exemple en grimpant dans un arbre sur la question de la 69 au hasard. De manière générale, comment les chercheurs et chercheuses peuvent-ils et elles participer à la construction de nouveaux imaginaires? Christophe. Merci beaucoup pour ces questions et puis je pense que c'est très important que vous soyez ici en fin de colloque pour discuter de ces thèmes-là. L'émotion est absolument essentielle. On se rend vraiment compte que la seule connaissance ne suffit pas et que en fait, convoquer la culture est absolument essentiel aujourd'hui pour justement incarner, rendre concret ces changements climatiques, les changements de société nécessaires, les nouveaux récits qu'il faut inventer pour à la fois dans un monde où on a tout réussi, mais aussi un monde le monde vers lequel on se dirige et qu'on n'arrive pas à bien sentir. Donc convoquer la culture est absolument essentielle pour solliciter les émotions, solliciter les imaginaires, des expositions de photos, des BD, des films, des documentaires, pour en fait adresser au final non pas uniquement la question sous un angle géophysique un peu froid, mais un angle social, parce qu'en fait on est bien au cœur ici d'une question sociale et qui doit du coup embarquer l'ensemble de la population. Il reste 2 minutes en fait, et oui, vas-y, interviens si ça ne dure pas plus longtemps. Merci de me donner la parole. Je voulais signaler à propos d'un récit qu'en ce moment sur le réseau social LinkedIn, une personne qui s'appelle Jean-Christophe Duval est en train d'écrire un récit qui s'inspire largement des travaux de Keynes sur le Bancor. Ça s'appelle Nemo, comme négantropique monnaie. Je vous invite à aller le voir. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est extrêmement technique. Tout à l'heure, vous avez interrogé les scientifiques qui sont dans cette salle. Ce sont des climatologues. Mais ce n'est pas les bons qu'il faut interroger. Ceux qu'il faut interroger, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, ce sont les économistes. C'est eux qui croient, une majorité d'entre eux croient que les êtres humains sont des êtres rationnels et parfaitement informés, et que par conséquent, il va y avoir une allocation optimale de ressources
comme on peut le constater tous les jours. Et cependant, il y a quelques économistes qui proposent autre chose, comme Alain Grandjean, comme Nicolas Dufresne, etc. C'est eux que vous pouvez écouter pour savoir où sont les récits alternatifs. Je m'excuse, je parle avec chaleur et probablement d'une manière approximative, parce que je n'étais pas préparé à intervenir à ça. Mais il y a un énorme manque. Il y a beaucoup de membres de l'Académie des sciences ici. Est-ce qu'il y a des membres de l'Académie des sciences morales et politiques, comme c'était le cas il y a 20 ans, en 2020, pardon, avec Mireille Delmas-Marty? Ça va être la dernière intervention, puisqu'on est arrivé au terme. Mais par contre, des académiciens peuvent éventuellement intervenir s'ils le souhaitent. Est-ce qu'on peut conclure? On est arrivé au terme. Et je pense... Oui. On aimerait une petite conclusion. Une petite conclusion. 3 phrases. Donc pour conclure, j'aimerais reprendre le message de Nathalie Denoblé tout à l'heure. Nous devons sortir de politiques publiques réactives et non transformantes et nous emparer du long terme. Il nous semble très souhaitable que les chercheurs et chercheuses contribuent à ces changements radicaux, pas seulement à travers leur activité de recherche, mais également en soutenant un plaidoyer pour l'action évoqué par Jean Jouzel ou Christophe Cassou. Dans ce contexte, l'Académie des sciences, en tant qu'institution, pourrait prendre clairement position, à l'image de l'avis du comité d'éthique du CNRS cité par Valérie Masson-Delmotte tout à l'heure. Prendre position pour la liberté d'engagement des chercheurs et des chercheuses. Qu'on le veuille ou non, en tant que citoyens et citoyennes, la responsabilité de contribuer à ces changements profonds nous incombe et nous serons jugés par les générations futures sur nos actions ou sur notre inaction.